49e session des droits de l'homme qui s'est ouverte hier, ici derrière nous au Palais des Nations. Cette session est une session importante parce qu'il se passe des choses horribles qu'on ne pensait pas à notre époque revivre, ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis le 24 février, il y a une guerre, cette sale guerre. C'est la guerre Ukraine et Russie. C'est la Russie qui a pénétré dans l'Ukraine. Alors, Daniel Warner, d'abord, quel regard sur ces événements dramatiques? Donc c'est choquant. On pense jamais dans notre époque qu'un pays peut envahir un autre pays. Donc c'est contre le charte de l'ONU, c'est contre les accords de Helsinki de 1975. Donc c'est contre beaucoup de choses qui sont les bases de notre ordre mondial. Donc c'est choquant et c'est difficile de voir comment le système va réagir. Vous avez fait référence sur le Conseil des droits humains. Ils sont en train de regarder s'ils vont faire quelque chose de spécifique pour ça. Et en plus, on commence à parler de crimes de guerre pendant ce conflit. Donc, c'est vraiment, il y a des victimes en Ukraine, il y a des milliers ou des millions de personnes qui parlent, mais c'est aussi quelque chose contre les valeurs fondamentales qui étaient établies après la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes démocrate, vous connaissez bien à Genève. Quelle est pour vous la réaction de votre président Biden? Est-ce qu'il n'a pas été assez sévère, pas assez ou trop? Sa position, comment vous la voyez? Donc, je trouve qu'il faut parler des États-Unis. Heureusement, il y a quand même un ambassadeur américain maintenant ici à Genève et maintenant des Américains sont dans le Conseil de droits de l'homme, qu'ils n'étaient pas pendant les années passées. Mais ce qui est intéressant, c'est le rôle de M. Biden avec des alliés. Parce que ce n'est pas seulement des Américains qui peuvent faire des sanctions, c'est la communauté internationale. Si vous dites on va arrêter les comptes en banque des Russes, si c'est seulement des Américains, ils vont faire les comptes ailleurs. Et je trouve que c'est très important qu'hier, le pays neutre suisse a aussi dit qu'ils vont mettre les sanctions comme les autres pays de l'Union européenne. Donc je crois qu'il y a un certain leadership des Américains, mais on voit des Allemands qui envoient des armes, on voit des Allemands qui ont arrêté le Nord Stream avec le gaz. Donc ce n'est pas uniquement des Américains, mais quand même, il y a un certain leadership américain contre les actions russes. Dimanche, Poutine s'est permis de dire d'envoyer la force nucléaire. Pour vous, ça vous a choqué? Non, il n'a pas dit, il n'a pas envoyé la force nucléaire, il a mis ses forces nucléaires en alerte. Alors, où est le problème? Parce que pour les Américains et pour l'OTAN, ils ne veulent pas commencer une guerre terrestre avec la Russie, donc ils vont essayer d'aider l'Ukraine avec des matériels, mais on dit aujourd'hui qu'il y a énormément des armes et des soldats russes qui vont venir. Alors, est-ce que les sanctions et des autres choses non militaires peuvent arrêter? Je ne sais pas. La session des droits de l'homme, qui est, comme on a dit à mon introduction, ici au Palais des Nations, ça va servir à quoi? Non, éventuellement, il peut faire une inquisition spécifique sur les actions de l'Ukraine. S'il dit qu'il y a des crimes de guerre, il peut envoyer ça à New York au Conseil de sécurité et aussi à l'Assemblée générale. Et on peut avoir des choses à la haie contre M. Poutine et des autres pour des crimes de guerre. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important. Quand on parle de cette guerre, elle avait déjà débuté il y a 14 ans dans
dans le Donbass, pour vous, c'est une suite? Non, il y a encore plus que ça. Ça a vraiment commencé en 2008 avec la guerre Géorgie-Russe. Et là, il y a deux régions qui étaient semi-autonomes, Abkhazie et Ossétie du Sud, qui sont sécessionnées de Géorgie et maintenant ils sont indépendants. Donc les Géorgiens disent qu'ils font partie de Géorgie, les Russes disent ça fait indépendant. Donc ça a déjà commencé à cette époque et après il y a l'histoire de Crimée en 2014. Donc déjà on a eu l'impression que M. Poutine voulait contrôler les pays et des régions autour de lui. Mais de dire par exemple vis-à-vis de Donbass qu'il était quand même là pour défendre le parti de Donbass, ça c'est une chose. Mais d'envahir l'Ukraine, essayer de capturer Kiev, Kharkov et les autres villes, c'est complètement différent. C'est pas la question de défendre un peuple qui soi-disant fait partie de la Russie, mais c'est comme une invasion d'un pays reconnu partout dans le monde. Ça c'est quand même grave et on n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, la situation est dramatique. À noter que ce matin, on a dit qu'il y avait des combats dans une autre ville, la deuxième ville en Ukraine. Est-ce que vous pensez, vous, avec les dernières nouvelles, que Kiev pourrait tomber ce soir? Donc, ce qui est impressionnant, c'est la résistance des Ukrainiens. Je trouve au début, M. Poutine a parlé, ça sera vite fait, je vais changer le gouvernement, je vais mettre le président ukrainien Zelensky à la porte ou assassiner et ça sera fini. Mais après 5 jours de combat, il y a plus de résistance. Et ce qu'on voit dans les vidéos, c'est qu'il y a énormément de troupes nouveaux et le matériel qui vont venir. Ça veut dire que Kiev éventuellement peut tomber, mais si ça tombe, ça sera sur les bombardements et des morts civiles terribles. Je reviens en arrière. Pour vous, les sanctions européennes et mondiales à l'heure actuelle sont-elles adéquates? Donc, ça c'est dépend de M. Poutine. S'il dit que ça fait mal à moi, à M. Lavrov et au peuple russe, et je vais arrêter, ça c'est une chose. Mais s'il dit, je vais capturer Kiev, je vais arrêter le gouvernement de l'Ukraine, les sanctions n'ont pas réussi de ce qu'ils devraient faire. C'est ça le problème. Est-ce que ça pourrait maintenant, cette question, un peu de politique fiction, est-ce que vous pensez que dans l'URSS, à l'heure actuelle, il ne pourrait pas avoir un renversement? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que Poutine, il se dit, j'ai été un peu loin, j'arrive pas à atteindre mon but. Est-ce que les Russes, on a vu qu'il y a eu des manifestations, terribles manifestations, est-ce qu'il n'y aura pas un renversement de politique? Est-ce que Poutine pourrait être renversé? Oui, ça c'est une hypothèse qui est très intéressante, où il y a une lueur d'espoir, parce que je crois que M. Poutine va rester, c'est qu'il y avait quand même des discussions hier sur la frontière de Bélarus entre les Ukrainiens et une délégation russe et ils ont décidé de continuer de parler. Ça veut dire qu'au moment qu'il y a une continuation de discussions diplomatiques, il y a quand même un espoir. Mais pour le moment, je ne vois pas un changement dans l'attitude de M. Poutine, ni la possibilité de renversement du gouvernement en Russie. Quel jeu joue l'Europe à l'heure actuelle? On voit qu'il y a certaines personnes qui sont réticentes. On voit tout à fait que ce matin, M. Macron, président de la République française, a mis en garde ses troupes de rester vigilants. Est-ce qu'on comprenait quelque chose? Moi, je trouve qu'il y a des choses positives quand il y a des choses négatives. D'abord, il y a quand même une certaine unité vis-à-vis de l'Europe. Je donne 2 exemples. Premièrement, des Allemands qui disent maintenant on va dépenser l'argent pour notre armée, il faut investir pour être sûr de notre sécurité, on arrête le gaz russe, ça c'est la première chose. Le deuxième, ce qui est extraordinaire, c'est l'hospitalité des Polonais
et des Roumains, des gens sur les frontières qui laissent des Ukrainiens entrer, qui essaient de les aider. Et je trouve que tout ça, ça montre une certaine unité vis-à-vis de l'Europe qu'on n'a pas vue avant. À noter pour la petite histoire, c'est que dimanche, dans un hangar, les Russes ont bombardé un Antonov 225, le plus gros avion au monde, qui était sur le territoire ukrainien. C'était le seul au monde, le seul exemplaire. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a mal joué? Pourquoi il a détruit un avion tel quel? Un fleuron de l'armée? Écoutez, il y a des choses qu'on ne va pas entrer dans la tête de M. Poutine. Par exemple, il a pris Tchernobyl et les réacteurs nucléaires. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il commence à bombarder des civils. C'est un crime de guerre. Donc on ne sait pas si c'était une erreur ou pas une erreur. On ne peut pas entrer dans la tête de M. Poutine. Il est entouré d'un petit cercle des conseillers. Moi, je connais beaucoup de Russes d'une certaine génération qui étaient très internationalistes. Ils sont tous marginalisés. Donc, il est avec un tout petit groupe autour de lui et c'est impossible d'imaginer qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, comment la situation va aller, si on peut s'avancer, dans les heures à venir? Est-ce que, ma première question, est-ce que Kiev tombe ce soir? Si Kiev tombe ce soir, qu'est-ce qui se passe? Donc, on voit les matériels des chars qui arrivent vis-à-vis de Bélarus. On voit des milliers de troupes russes qui vont arriver, des vrais professionnels, donc qui mettent en danger le survie de Kiev. À mon avis, ils vont continuer de bombarder, mais il y aura une résistance guérilla, mais il y aura beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Aujourd'hui, je trouve que c'est une situation très, très grave et très noire. Ces pays qui entourent l'Ukraine, la Roumanie, est-ce qu'elles pourraient, elles, rentrer en guerre, c'est-à-dire pénétrer, donner un coup de main aux Ukrainiens? Non, personne ne veut entrer dans une bataille avec des Russes. Personne. On va faire tous pour éviter ça. Et même M. Poutine, il ne va pas attaquer la Bulgarie, la Roumanie. Il ne veut pas faire la guerre contre un pays de l'OTAN. Donc, pour le moment, les gens disent on va mettre de plus en plus des sanctions. On va essayer de voir comment on peut l'arrêter. Mais on ne va pas entrer dans une guerre physique avec des Russes. Tout le monde sera perdant. Vous pensez que tout le monde sera perdant si on vient donner un coup de main aux Ukrainiens? Oui, parce que si on voit la tête de M. Poutine avec des choses, avec des armes nucléaires, ça peut éclater. Il faut toujours rappeler que les guerres, des fois, commencent avec des petites choses, comme la Première Guerre mondiale a commencé à Sarajevo. Non, je crois que tout le monde veut éviter ça. Eh bien, Daniel, j'espère que vous avez raison, parce que vraiment, on vit des moments terribles et puis on n'aimerait pas que ça devienne peut-être une troisième guerre mondiale. Est-ce que vous y pensez à la troisième guerre mondiale? Non, je ne pense pas. Je crois que quand même les gens réalisent qu'avec des armes nucléaires, une troisième guerre, ça peut éclater et tout le monde sera perdant. Alors, il me vient encore une dernière question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qui pourrait faire fléchir Vladimir Poutine aujourd'hui? Quel pays qui pourrait le faire fléchir? Je crois la Chine. Si les Chinois disent arrêtez parce que c'est mauvais même pour nous, ils arrêtent demain. Oui, parce que alors maintenant vous parlez de la Chine. On a dit le jour, le 24 février, au moment où la Russie rentrait en Ukraine, il y a des avions militaires qui ont survolé Taïwan. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, je ne sais pas. Mais je dis qu'il y a des bruits que les Chinois ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que M. Poutine est en train de faire. Ils ne vont pas critiquer en public, mais ils ne sont pas 100% sûrs. Et une des choses peut-être les Américains sont en train d'essayer de faire, c'est de diviser l'alliance entre les Russes et les Chinois. Mais si aujourd'hui, le président chinois téléphone à M. Poutine et dit « vous retirez vos troupes », demain, il retire les troupes. Je suis sûr.
Et puis il y a aussi le jeu de l'Iran. L'Iran était en train de faire des pourparlers pour le nucléaire avec les Européens, les Américains, tout ça. Ils n'ont pas pris parti. Ils ont essayé de calmer le jeu entre les Russes et les Ukrainiens. C'est aussi une réaction. Oui, c'est très intéressant. J'espère que cette guerre ne va pas empêcher les discussions positives entre les Iraniens et des Américains et des autres. Mais pour le moment, on parle que de ça. Donc c'est des problèmes de climat, des autres choses qui sont maintenant pas tout à fait urgents. Eh bien, Daniel, je vous remercie. Eh bien, écoutez, on va voir la situation qui va se passer dans les heures, voire les jours à venir. Mais comme disait Daniel Warner, on ne va pas vers du bon. Et on n'espère pas que cette troisième guerre mondiale qui est à nos portes va vraiment éclater. C'était Henri-François Dubois pour Jenna Ed News TV et l'INPRES, ici à Genève, Place des Nations. Merci.